Imaginons la scène, juste un instant. Un TGV file à travers la campagne à, disons, plus de 300 km à l'heure. Le huis clos parfait. Totalement. À l'intérieur, on a deux passagers qui sont assis côte à côte. S'ils restent silencieux, les yeux rivés sur leurs écrans ou perdus dans leurs pensées, ce n'est qu'un simple croisement. Deux trajectoires parallèles lancées à pleine vitesse qui s'ignorent complètement. Mais imaginons maintenant que l'un d'eux décide de briser la glace, qu'ils choisissent de faire tomber ce fameux masque social qu'on porte tous dans les transports. Par exemple, cet homme vient tout juste de recevoir un appel très angoissant du psychiatre de son fils, juste avant de monter dans le wagon. C'est lourd à porter seul, ça. Très lourd. Et au lieu de ravaler cette anxiété, de la cacher derrière une façade parfaitement stoïque comme on le fait tous, il l'avoue à sa voisine. Il montre sa vulnérabilité à une parfaite inconnue. Et là, la dynamique bascule d'un coup. D'accord. Décortiquons cela, parce que c'est exactement le cœur de notre exploration en profondeur aujourd'hui. On plonge dans l'ouvrage fascinant « La rencontre », une philosophie de Charles Pépin. L'objectif, c'est d'offrir à tout esprit curieux, qu'il soit un peu bloqué dans une routine ou avide de tisser des liens authentiques, les clés pour comprendre que ce hasard-là, en fait, ça se provoque. Et c'est un point de départ saisissant qu'on a là, car la problématique centrale de ce livre vient heurter de plein fouet notre perception habituelle. On a souvent tendance à voir la rencontre comme un simple accident de parcours, un petit bonus romantique ou une opportunité professionnelle qui tombe du ciel, quoi. Le fameux coup de chance. Voilà, la chance. Mais l'argument ici, c'est de dire que c'est bien plus profond que ça. Et si la rencontre n'était pas un accident, mais une nécessité vitale et philosophique pour devenir pleinement soi-même? Ce livre s'adresse vraiment à quiconque refuse de traverser l'existence en mode pilote automatique, en prouvant que l'autre est absolument indispensable à notre accomplissement. D'accord, mais concrètement, comment on fait la différence entre simplement croiser quelqu'un, genre à la machine à café, et faire une véritable rencontre? Parce que des gens, on en croise des dizaines tous les jours, sans que ça change notre vie pour autant. Il y a un terme qui revient souvent dans l'analyse, c'est cette notion de trouble. Le trouble, oui, c'est essentiel. C'est ce choc physique et mental qui vient soudainement fissurer notre carapace. C'est ce qui nous arrache à ce que l'auteur appelle très justement la glu du social. La glu du social. Oui, cette fameuse glu, c'est ce réflexe presque pavlovien qui nous pousse, à la seconde où l'on est face à un inconnu, à demander. Et sinon, tu fais quoi dans la vie? Exactement. On cherche immédiatement à étiqueter l'autre, à le ranger dans une case bien rassurante pour maintenir notre propre confort intellectuel. Le trouble, lui, vient court-circuiter cette petite mécanique bien huilée. Il signale que notre zone de confort est perturbée. Il y a un exemple pour ancrer cette idée qui est hyper poignant, c'est les films Sur la route de Madison. On y voit le personnage de Francesca, joué par Meryl Streep, qui mène une vie d'une tranquillité, disons, étouffante dans sa ferme de l'Iowa. Elle est engluée dans ses détails ménagers, elle est presque éteinte. Et puis, un photographe de passage s'arrête pour demander son chemin. Comment la philosophie explique-t-elle ce qui se passe à ce moment précis? Parce qu'on voit bien qu'elle ne fait pas que tomber amoureuse. Ce qui est fascinant ici, c'est que ce trouble nous révèle à nous-mêmes. Si on regarde l'étymologie même du mot rencontre en vieux français, ça implique l'idée de heurter quelqu'un ou quelque chose sur son chemin. Une collision, en somme. Une collision, oui. Dans le cas de Francesca, au contact de cet homme, elle ne découvre pas seulement un étranger fascinant, on rencontre en fait une part oubliée de sa propre identité à travers le regard de l'autre. Ce regard nouveau vient réveiller une essence passionnée, profondément italienne, qu'elle avait totalement enfouie sous son rôle de mère de famille irréprochable. La rencontre révèle cet autre en nous. C'est une idée magnifique sur le papier, mais tu vois, notre premier réflexe en société, c'est justement de se protéger de ce genre de séisme émotionnel. C'est terrifiant d'accepter d'être vulnérable au point de laisser un inconnu complètement bouleverser notre identité. Contre, c'est accepter une perte totale de contrôle. La monade isolée, cette forteresse autonome que nous pensions être, eh bien, elle se révèle illusoire. C'est pour ça que beaucoup fuient les vraies rencontres et préfèrent s'en tenir aux simples interactions fonctionnelles, sans risque. Et ça nous amène à une autre sensation que l'ouvrage explore en profondeur, un phénomène presque mystique, cette impression frappante de déjà-vu. L'analyse mentionne le coup de foudre d'Albert Cohen dans Belle du Seigneur. Le personnage de Solal aperçoit Ariane lors d'une soirée mondaine au Ritz. Il suffit d'une fraction de seconde pour qu'il y ait une reconnaissance totale. Pas de phase d'approche, pas de bavardage. Mais rationnellement,
Comment on m'explique qu'on puisse avoir le sentiment de retrouver quelqu'un qu'on n'a littéralement jamais vu? Pour donner du sens à ce vertige, on peut lier cela à Platon, et plus particulièrement à sa théorie de la réminiscence développée dans le Ménon. Attends, Platon parlait de rencontres amoureuses? Pas de rencontre amoureuse au sens où on l'entend aujourd'hui, non. Il s'intéressait à l'énigme de la connaissance. Il avançait l'idée que notre âme, avant de s'incarner, appartenait au monde des idées éternelles. Donc, selon cette théorie, apprendre quelque chose de vrai, ce n'est jamais une découverte totale, c'est un souvenir, une réminiscence. D'accord, je vois où ça mène. Transposé à la rencontre humaine, rencontrer une idée ou une personne, c'est parfois renouer avec une évidence. C'est avoir l'impression de retrouver son propre destin. Un destin qui s'était simplement déguisé en hasard ce jour-là. Le sentiment de familiarité immédiate face à l'inconnu, c'est la preuve que la magie de la rencontre opère. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette connexion fulgurante, ce n'est pas juste un réveil psychologique. La rencontre crée littéralement une entité nouvelle où 1 + 1 = 3. Il y a un exemple mythique qui est raconté. On quitte la Grèce antique pour la gare de Dartford, dans la banlieue de Londres, en 1960. Un moment charnière de l'histoire de la musique. Totalement. 2 adolescents se croisent sur le quai. L'un tient des disques de rhythm and blues importés des États-Unis sous le bras. L'autre l'aborde pour en discuter. Ce sont Mick Jagger et Keith Richards. Ils discutent, commencent à jouer ensemble, et l'alchimie donne naissance aux Rolling Stones. Et cette union créa une force qui dépasse de loin l'addition de leurs 2 talents isolés. Ce n'est pas une simple collaboration. C'est ce que le philosophe Alain Badiou théorise sous le concept du point de vue du deux. Est-ce qu'on peut vulgariser un peu ce concept de Badiou pour être sûr de bien saisir? Bien sûr, avant une vraie rencontre, on perçoit le monde depuis son propre centre. C'est le point de vue de l'un. On filtre toute la réalité à travers ses propres préjugés, son histoire, ses peurs. Mais la vraie rencontre permet d'assister à la naissance d'un monde décentré. On voit à travers les yeux de l'autre. Exactement. Ou plutôt, on expérimente la réalité à travers l'espace créatif qui s'est formé entre les deux. Les Rolling Stones, ce n'est ni Mick Jagger, ni Keith Richards. C'est une 3e entité qui possède sa propre vie. C'est ce qu'ont fait Voltaire et Émilie du Châtelet aussi en s'influençant mutuellement au château de Cirey. Viennent nous taper sur l'épaule. Comment on fait pour que ces moments magiques se produisent dans la vraie vie? La discussion glisse logiquement vers les conditions mêmes de ces rencontres. Il faut faire une distinction philosophique majeure entre la contingence, qui est le hasard pur, et la nécessité. Nous vivons dans un monde contingent. Mais pour que la chance sourie, il faut agir. Il faut littéralement sortir de chez soi. Et c'est là que notre mode de vie actuel pose un énorme problème. L'analyse souligne une vraie rigidité moderne. On vit comme si on suivait aveuglement un GPS en permanence. C'est la métaphore parfaite. En cherchant à optimiser chaque minute de son trajet pour éviter le moindre bouchon, on transforme le voyage en un simple déplacement utilitaire. On tue toute possibilité d'errance et d'improvisation. Si on refuse la moindre déviation, on ne croisera jamais le regard de la personne qui pourrait changer notre existence. Le contrôle absolu est l'ennemi de la rencontre. Il faut réintroduire la notion de disponibilité et de vulnérabilité. Prenez le film de Pape, c'est une excellente illustration. Ah oui, avec Benoît XVI et le futur pape François. Voilà. Tant que ces 2 figures d'autorité restent figées dans leur posture institutionnelle, derrière leurs dogmes respectifs, aucune rencontre réelle n'est possible. Ce n'est qu'un affrontement stérile. Ce n'est que lorsqu'ils font tomber leur masque, qu'ils avouent leur faiblesse, rient ensemble et partagent un repas très simple, une pizza je crois, que le véritable lien se tisse. S'accrocher à son profil le plus lisse empêche toute connexion réelle. La vulnérabilité est le point d'entrée de l'autre. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement? On a parlé d'art, de musique, de pape, mais pour des relations amoureuses, amicales ou même professionnelles au quotidien. L'une des leçons les plus fortes, c'est l'importance d'abandonner les attentes trop rigides. Complètement. Le meilleur exemple, ce sont les applications de rencontres aujourd'hui. Oui, on a cette mentalité de la liste de critères stricts. On filtre par âge, profession, taille, comme si on faisait ses courses. Et en cherchant à tout contrôler, on ferme les portes de l'inattendu. On élimine d'emblée la personne qui aurait pu provoquer ce trouble fondamental. Pour contre cela, il y a un conseil très pratique tiré du concept de Simone Weil, l'attention sans objet. L'attention sans objet, c'est-à-dire? C'est l'idée d'être présent au monde et aux conversations sans chercher un résultat précis. L'attention sans objet, c'est écouter véritablement l'autre sans préparer sa propre réponse à l'avance pendant qu'il parle. C'est l'accueillir inconditionnellement.
Sur le plan pratique, c'est énorme. L'auditoire retiendra qu'afficher ses propres doutes pendant une discussion n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une invitation à l'empathie. C'est un cadeau qu'on fait à l'autre qui lui permet, par réciprocité, d'enlever sa propre armure. C'est en osant l'imprévu, en acceptant d'être déstabilisé, qu'on donne une chance aux rencontres transformatrices. Absolument. Et pour conclure cette réflexion, on peut résumer l'esprit philosophique du livre de manière très claire. L'être humain est, par nature, incomplet. Le mythe de l'individu totalement indépendant, c'est une illusion complète. C'est ça. Qu'on lise cette idée à travers le prisme d'Aristote, pour qui l'homme est un animal politique, de Sartre, avec son existence qui précède l'essence, ou même de Freud, la conclusion reste toujours identique. Nous avons un besoin existentiel d'une altérité pour exister véritablement. Les rencontres sont le carburant indispensable de notre propre évolution. Ce livre est d'une richesse incroyable. On n'a fait qu'effleurer le sujet, mais il regorge de dizaines d'exemples fascinants, issus de la littérature, du cinéma, de la psychanalyse. C'est une véritable bouffée d'oxygène pour quiconque souhaite réenchanter son rapport aux autres, surtout dans un monde hyper connecté, mais parfois très solitaire. Pour laisser la réflexion ouverte, si nous connections tout cela à une vision plus globale, et si cette sensation de vide, que l'on ressent parfois, ce manque indéfinissable, n'était pas un défaut à corriger à tout prix? Une sorte de faille dans le système qu'on essaierait de combler. Non, justement. Et si ce vide était très exactement l'espace prévu pour y accueillir la vision du monde d'un parfait inconnu que l'on n'a pas encore croisé? Quelle perspective vertigineuse. On laisse chacun méditer là-dessus lors de son prochain voyage en train, sans doute avec un regard différent sur ses voisins. Un immense merci d'avoir éclairé cette philosophie avec nous aujourd'hui, et on clôture ainsi cette riche plongée analytique.